Dans la vie, il faut prendre les... J'arrive pas à commencer. Dans la vie, il faut... Dans la vie, il faut prendre les devants sur la vie. C'est pas naturel de toute façon de faire une vidéo qui est préparée à l'avance. Donc, assumons le fait que ce soit pas du tout naturel. J'exagère à donf. Dans la vie, il faut prendre les devants sur la vie. Il faut se foutre de sa propre gueule afin que ce ne soit pas la vie qui se foute de ta gueule. Et pour se foutre de sa propre gueule, ben en fait, il faut se donner les moyens. 2,50 €. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se mettre en scène ses personnages pour pouvoir s'en foutre. Aujourd'hui, avec le culte d'image, les gens adorent mettre en scène leurs déconnades pour montrer à tout le monde à quel point ils sont des déconneurs. C'est comme quand tu as une soirée, que tout le monde se fait chier et qu'il y en a un qui décide de prendre une photo. Là, tout d'un coup, c'est la soirée la plus ouf de ta vie. Donc là, le fait de se foutre de sa gueule, c'est pas mettre en scène son foutage de gueule. C'est mettre en scène ses personnages pour pouvoir s'en foutre. Parce que quand tu es déjà dans une mise en scène de ton foutage de gueule, tu te planques derrière le personnage qui veut jouer le déconneur. Donc tu peux pas te foutre de la gueule du personnage déconneur lui-même. Ce qui est pathétique en tant que tel, c'est le sérieux, c'est la gravité, c'est l'identification au personnage. Mais encore une fois, pour pouvoir se foutre de la gueule de tes personnages, t'as besoin de les mettre en scène, sinon tu peux pas les voir. Et tu restes identifié à eux. Ensuite, t'as tous ceux qui se foutent de la gueule des autres. Comme ceux qui se foutent de la gueule des homosexuels, des transsexuels. La moquerie, c'est toujours l'expression d'un refoulement au niveau du sexuel. En fait, se foutre de sa propre gueule, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que se foutre de sa propre gueule, c'est le début de la conscience de soi. La conscience, ta conscience, c'est ton troll à l'intérieur. C'est le troll qui se fout de la gueule de tes personnages, de tes identifications, de ton orgueil, de ta gravité, de ton sérieux. Et le troll, il se fout de la gueule de tout ça. La conscience, troll. La conscience est un troll. La conscience est un troll. Le troll, il se moque de tout ce qui est faux dans l'autre, pour pouvoir justement établir un contact avec l'autre. Ce que j'ai observé chez les gens qui font du travail sur eux-mêmes, qui tentent de développer une conscience d'eux-mêmes, c'est qu'en fait, ils entrent dans des systèmes d'autocontrôle et de super réflexivité. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent tous leurs moindres gestes. Et en fait, la super réflexivité, c'est bien tout l'inverse de la conscience. C'est-à-dire que le problème de la réflexivité, c'est que tu réfléchis à toi, tu réfléchis à tes pensées, tu réfléchis à tes gestes, mais tu n'es pas capable de te voir en train de réfléchir. C'est ça le problème. La conscience, c'est un principe de mise en abîme. C'est-à-dire que tu as un miroir face à un autre miroir. Un miroir et un autre miroir. Et les deux miroirs, c'est toi à chaque fois. C'est toi qui regardes toi. Donc la conscience, c'est un principe de mise en abîme où c'est toi qui te regardes en te regardant, en train de te regarder, en train de te regarder, en train de te regarder, ainsi à l'infini. Jusqu'à former un seul être qui est le résultat de la fusion de toutes ces parties de soi qui se regardent à l'infini. Quand tu es constamment dans l'autocontrôle et la super réflexivité, tu n'arrives plus à te lâcher. L'autocontrôle et l'hyper-réflexivité génèrent une paralysie qui coupe la personne du mouvement et a fortiori de la transformation. C'est pas dans l'autocontrôle qu'on peut se transformer. C'est justement dans la saturation. C'est pour ça que je parle du cri. Mais au niveau du personnage,
C'est en saturant nos personnages qu'on peut les dissoudre. Je vous donne un exemple. Je suis en train de prendre conscience là de la pertinence des outils que je mets en place pour se transformer intérieurement et pour développer une conscience de soi. Et prenant conscience de la pertinence de mes outils, mon orgueil a commencé à récupérer le truc. Donc, pour gruger le personnage en moi qui se prend pour l'incarnation même de la vérité et doté de la science infuse, eh bien en fait je vais surjouer ce personnage. C'est-à-dire que quand je suis au téléphone avec mes amis, je leur pose la question, qu'est-ce que ça te fait de connaître, d'être en contact avec la personne la plus intelligente de la planète, à savoir moi? Et forcément, ça fait rire. Ça fait rire l'autre, ça fait rire moi. Et du coup, je peux, là, à ce moment-là, me foutre de ma gueule. Et donc après, comme j'ai saturé par l'excès mon personnage de celle qui croit qu'elle a tout compris, j'ai plus besoin d'être dans cet autocontrôle ou dans cette attention permanente à ce qui pourrait ressembler à de l'orgueil à travers moi. En général, une blague, ça nous fait rire une seule fois, au moment où on nous la raconte. Et après, on a besoin de la re-raconter aux autres pour rigoler à nouveau. Mais c'est jamais autant que la première fois. Mais là, la blague que je m'apprête à vous raconter, c'est une blague qui va pouvoir vous faire rire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et qui, en plus de vous faire rire, va vous rendre de plus en plus intelligent. Ouais, c'est une blague qui fait que plus tu rigoles à cette blague, plus tu deviens intelligent. C'est la meilleure blague du monde entier total. La meilleure blague. Aujourd'hui, on vit dans le monde de l'immédiateté, du prêt à consommer, du prêt à penser, mais c'est pas une blague carambar. C'est-à-dire que c'est une blague qui peut vous prendre plusieurs années avant d'être comprise. Moi, elle m'a pris toute une vie. Tout le monde se demande pourquoi la Joconde sourit. Mais personne n'a trouvé. Moi, j'ai trouvé. Parce que justement, elle souriait déjà à cette blague. Certains historiens d'art expliquent le sourire de la Joconde par le fait que Léonard de Vinci se serait représenté lui-même en femme plus jeune. Donc il se marrerait, au travers de la Joconde, de son propre reflet en négatif en jeune femme. C'est vrai que c'est marrant parce que reconnaître sa polarité opposée, c'est une reconnexion. Et la reconnexion, c'est toujours marrant parce que c'est jouissif. Mais ça n'est pas une explication suffisante. Ça va encore plus loin, car le sourire de la Joconde est un sourire profond, pénétrant, transparent, serein et tranquille. C'est le sourire de celle ou de celui au travers de celle qui a tout compris. Le sourire de l'être universel. Et dans universel, il y a univers elle. Elle qui renvoie étymologiquement à Dieu, donc à la vérité. Et je vais enfin vous révéler ce qu'est la vérité ultime, dans quelques instants. Ce que voulait montrer Leonardo au travers de la Joconde, c'est qu'il n'y a pas de tableau. Pas de tableau. La Joconde est un miroir pour celui qui la regarde, c'est-à-dire que c'est un tableau avec des yeux, et des yeux qui regardent celui qui la regarde, un regard légèrement transversal, qui cherche celui qui la regarde, et qui a pour fonction de ramener celui qui la regarde à lui-même. Si tu crois que tu es en train de regarder un tableau, tu te plantes complet, et tu as une sacrée couche de sauce devant les yeux. C'est un peu du même registre que la blague de Magritte « Ceci n'est pas une pipe », parce que c'est un tableau représentant une pipe et non une pipe. Mais ça, c'est une blague très conceptuelle, donc très superficielle. Tu rigoles une fois et c'est tout. Alors que la blague de Vinci va beaucoup plus loin. Car la Joconde, qui ne parle pas puisque c'est un tableau, doit t'amener à comprendre par toi-même que le tableau c'est toi et que t'as un peu de tension à rester planté là comme un piquet à regarder une femme immobile qui te sourit, sans comprendre que si elle te sourit, c'est parce qu'elle te voit et que si tu continues de la fixer avec tes yeux de merlan-frit, c'est que toi tu n'y vois rien, tu vois encore moins bien qu'un tableau qui te regarde. Donc la vérité
la vérité ultime, la vérité des vérités. C'est que la vérité, c'est toi, toi et toi seul. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que peu seront capables de s'élire eux-mêmes, de se reconnaître eux-mêmes, de se regarder sans se faire avoir, ni séduire, ni dégoûter par leur propre reflet, par leur apparence. Alors imaginez Léonard de Vinci qui doit être dans sa tombe en train de se marrer depuis 500 ans. De tous ces visiteurs qui s'empressent pour aller voir sa Joconde en restant plantés des heures devant un tableau pour tenter de percer le mystère, qu'en fait c'est eux qu'ils sont en train de regarder sans le savoir. Mais comment il doit trop se fendre la poire, Leonardo, dans sa tombe? Parce que personne n'a compris. Sinon les gens seraient réellement et concrètement déjà tous occupés à se regarder eux-mêmes pour se sonder de l'intérieur, passer de l'autre côté du miroir. Au lieu de ça, ils contemplent dans leur miroir les reflets des images faussées qu'ils essaient de renvoyer aux autres pour cacher ce qu'ils sont au-dedans. Ensuite, il y a Bouddha. Alors lui, il se marre bien et il rigole exactement à la même blague. Bouddha, c'est comme la Joconde. À la base, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, même s'il est plus souvent représenté en homme, mais en fait, il désigne avant tout un principe, l'être universel. L'être universel n'est ni homme ni femme. Il est les deux en même temps. Et tout individu est doté des deux polarités homme et femme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'accueil et l'harmonisation de ces deux polarités en soi contribuent à l'équilibre, à l'harmonie, à l'épanouissement et a fortiori au bonheur. Mais il n'y a pas à changer de sexe, c'est-à-dire à se transformer à l'extérieur, car tout ce que tu changes à l'extérieur révèle ce que tu n'arrives pas à changer à l'intérieur. Encore une fois, il s'agit de se transformer de l'intérieur. Bouddha a un gros ventre. Un gros ventre parce qu'il porte le monde, comme la femme enceinte qui, en portant un autre être dans son ventre, porte le monde. Et il se marre tout le temps parce que tout le temps il rigole à la meilleure blague du monde que je vais vous dévoiler afin que vous aussi puissiez vous marrer d'un rire transformateur, libérateur, émancipateur et non plus d'un rire moqueur, mesquin et ironique, car pour le moment il semblerait que l'humain ne connaisse que celui-ci. Et la blague, la voici. Chaque être est deux choses en même temps. À la fois l'expression d'un individu totalement unique et singulier, et en même temps l'expression de l'universel. Si tu prends tous les individus qui peuplent cette planète, mais pas seulement les vivants, les morts aussi, et que tu fusionnes tous ces êtres pour en faire un seul, tu auras l'humanité. L'humanité désigne la somme de tous les êtres, vivants et morts, réunis en un seul être. Donc ça veut dire que chaque individu est une cellule et que l'ensemble de toutes ces cellules forment le corps qu'est l'humanité et qu'à l'intérieur de chacune des cellules qui forment le corps qu'est l'humanité, il y a à nouveau toute l'humanité. Ensuite, tu imagines que l'humanité, qui est un seul être, la fusion de tous les êtres, est à nouveau redivisée à travers tous les êtres qui composent la planète. Et c'est là que c'est drôle. Parce que tu observeras comment les gens se parlent entre eux sans se voir et s'écouter réellement. Comment ils se prennent la tête entre eux, s'engagent passionnément et aveuglément dans des combats. Et tu vas rire de l'inconscience qu'il y a dans tous ces êtres, à ignorer totalement que ce sont des parcelles du même être qui s'expriment au travers d'eux. En gros, c'est comme si à chaque fois que deux personnes se prenaient la tête, c'était le même être qui se prenait la tête au travers de deux êtres. L'humanité, en somme, est une immense schizophrénie. Le rire transformateur, libérateur, émancipateur, et non le rire forcé comme je viens de le faire, hein. Le rire divin, c'est le rire qui, dans ses éclats, explose l'illusion de se croire séparé des autres. Et quand tu ris du pire des tortionnaires, du pire des tyrans, et même du pire des criminels, non pas pour t'en moquer, mais parce que tu l'as reconnu en toi au travers de l'autre, tu détruis tout ce qui est inhumain en l'humain, en informant, par le biais de l'onde vibratoire de ton rire éclatant, support de l'information, l'ADN,
L'ADN, la grande banque de données, le grand cloud que nous partageons tous en commun. Tu informes cet ADN que toi, une parcelle de l'humanité, a explosé, éclaté une parcelle d'illusion. Et c'est ainsi que tu contribues à l'évolution. Ce que nous opérons en nous-mêmes, nous l'opérons pour les autres, en informant directement notre ADN et donc l'ADN de toute l'humanité. Pour rigoler à cette blague, j'adore regarder des émissions télé où il y a des débats. Des débats, ça veut dire que tu te débats avec des idées utilisées comme des armes contre les autres. Mais contre quoi les individus se battent-ils et débattent-ils? Contre eux-mêmes, ou plutôt contre des parties d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Et en les regardant, je me revois toutes ces fois où je me suis débattue contre les autres, contre moi-même. En effet, quand tu t'engueules inconsciemment avec quelqu'un, inconsciemment, ça veut dire en t'embarquant avec ton émotionnel. Et précisons qu'il existe bien des colères non émotives, dites vibratoires, des colères conscientes pour amener un changement, une transformation. Quand tu es en opposition émotivement avec quelqu'un, c'est en fait avec une partie de toi que tu es en opposition. Avec une partie en toi qui est restée dans l'ombre et que tu n'arrives pas à reconnaître à travers l'autre. Parce que s'il y a un clash subi, c'est qu'il y a une prise. Et s'il y a une prise, c'est qu'il y a une faille, une ombre. Et c'est cette ombre contre laquelle tu te bats. Cette ombre qui fait que tu n'arrives pas à reconnaître en l'autre une expression du même être dont tu es issu, à savoir l'humanité. Je trouve ça complètement dingue d'imaginer ça. Ce jour où tous les gens, enfin tous les êtres, pourront se reconnaître entre eux, comme émanant du même être, tout en constatant de leurs différences et de leur singularité. C'est ça qui est super. En fait, c'est ça qui est super, parce que, c'est-à-dire que ce serait pas marrant si on était tous pareils, ok? Ce serait pas rigolo. Mais là, de constater la singularité de chacun et en même temps le fait que chacun est l'émanation de la même entité, c'est un truc de fou, c'est drôle, c'est hyper drôle. Bon, la blague c'est ça, hein. C'est-à-dire que quand tu réalises ça, quand tu regardes les gens et tout, tu te marres, enfin intérieurement, parce que si tu te marres trop. Moi une fois ça m'est arrivé, une fois y a deux gars qui étaient en train de se taper sur la gueule et j'étais justement en train de réaliser que c'était en fait une seule personne au travers de deux corps qui s'affrontaient. Et ça m'a fait rire, j'ai failli me prendre moi aussi un pain dans la gueule du coup. Donc faut faire gaffe, c'est un rire intérieur. Bien sûr, cette reconnaissance est plus facile à dire et à conceptualiser qu'à mettre en pratique et à réaliser réellement, sachant que l'histoire de l'humanité est faite de tout un tas de guerres, de tortures, de massacres et d'abus, et que cela est en soi une source de colère et de révolte. Mais quand tu dénonces les agissements d'un tortionnaire, tu n'as pas conscience que c'est une victime en toi qui ravive sa mémoire non transformée de victime, et qu'en entretenant la passion de ton combat contre ce tortionnaire, tu entretiens la mémoire de la victime en toi, et que dans l'entretien de cette mémoire, tu te fais complice indirect de ce tortionnaire, en entretenant la mémoire de l'abus par le biais de ton émotionnel. De plus, lorsque tu t'engages dans des combats au service de la vérité, toi, le défenseur des droits de l'homme en lutte contre les élites tyranniques du peuple opprimé, tu vas inconsciemment t'enorgueillir de ta certitude d'être dans le vrai et au travers de ton orgueil de super-héros de la nation ou de la fierté du lanceur d'alerte vaillant et courageux, tu vas devenir progressivement à l'image des tortionnaires que tu combattais, un être monstrueux car orgueilleux et vengeur. Tu n'auras pas eu l'intelligence d'aller chercher et reconnaître ce qui souffrait en toi pour l'exprimer et le transformer. Tu chercheras la vengeance à l'extérieur et tu alimenteras le chaos par le biais de la division, du peuple opprimé contre les élites, oubliant que nous sommes tous des expressions particulières de la même entité, l'humanité, et que ton orgueil le veuille ou non, ça change rien. L'humanité prend tout un tas de formes et d'expressions au travers de la multitude des êtres qui la composent.
Et même ta belle-mère en fait partie. Même la reine d'Angleterre, même le pire des tyrans est une expression de l'humanité, donc a fortiori de toi-même. Le Bouddha rit parce qu'il a compris cela, et il n'y a plus rien en lui qui obstrue sa capacité de se voir et de se reconnaître en chacun des êtres qui composent l'humanité, même au travers de ceux qui paraissent les plus sombres et les plus destructeurs. Il a accepté toutes les parties de lui et en lui, les belles comme les moins belles. Et là est le seul et unique courage. Là réside la transparence et l'authenticité de l'être universel. Souvent ceux qui croient en Dieu disent « il y a les gentils au service de Dieu et les méchants au service du diable ». Mais si Dieu a créé toutes choses, alors il a aussi créé le diable et les méchants, c'est logique. Pourquoi y a-t-il en nous cette dualité, cette division, cette séparation entre le bien et le mal? Parce que c'est là que réside le grand problème, la grande illusion, ce qui nous obstrue le regard, ce qui nous place cette épaisse peau de saucisson devant les yeux. Parce qu'il y a en nous cette subjectivité, cette perception déformée, biaisée. Et ce qui nous perturbe le regard, ce sont nos morts. Tout vivant porte en lui des morts. Quand un être meurt, sa mémoire est transférée dans les vivants, au travers de l'ADN. Un mort, c'est donc une mémoire transférée dans un vivant. L'ADN, c'est ce qui était appelé avant l'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est à la fois ce qui fait la singularité et l'universalité d'un individu. Comme l'ADN, certains gènes en nous s'activent qui font notre personnalité dominante et dans le reste de l'ADN, appelé encore aujourd'hui ADN poubelle, résident tous les gènes dormants, restant des autres individus, du restant de l'humanité. Les découvertes que nous faisons sur l'ADN révèlent que nous portons dans nos gènes tout, absolument tout. Mais tout ne s'exprime pas. Simplement une partie s'exprime dans un individu, et c'est cela qui va faire sa singularité, sa spécificité. Dans nos gènes sont transmis deux choses, à la fois les acquis de nos ancêtres, par exemple la marche. Quand un enfant vient au monde, il porte en lui dans ses gènes le programme marche. Ses parents ne vont pas réellement lui apprendre comment marcher, comme ils apprendraient à un animal à marcher, ils vont l'y inciter, le stimuler, mais le programme marche est déjà inscrit en lui. Il en va de même avec la parole, le programme du langage est transmis dans les gènes. Mais il n'y a pas que les acquis qui sont transmis dans les gènes. Il y a également les problèmes, les non-résolutions, ce que nos ancêtres n'ont pas réussi à accomplir de leur vivant. Si par exemple un ancêtre n'a pas réussi, je ne sais pas, prenons un exemple, à être reconnu pour son travail auprès de ses contemporains, ses regrets vont être transférés dans un vivant qui va récupérer cette mémoire et le vivant aura pour charge de résoudre le problème de cet ancêtre. Les regrets sont transférés, mais également tous les non-dits et tous les non-cris liés aux multiples abus et tortures en tout genre qu'ont subis nos ancêtres, qui n'ont jamais pu être extériorisés ni transformés. Quand deux personnes se prennent la tête, c'est en fait deux mémoires, deux non-résolutions, donc deux ancêtres, deux morts qui se prennent la tête au travers des deux personnes. Ce sont les non-résolutions que nous portons en nous qui nous aveuglent, qui génèrent la suffisance et le mépris, et nous empêchent de nous reconnaître les uns les autres, les uns dans les autres, comme émanant du même être, de la même humanité. La cause de la division, de la dualité, ce sont les morts que nous portons en nous-mêmes. Un problème, une non-résolution, c'est aveuglant par essence. Et le problème du vivant, c'est qu'il s'identifie complètement au problème du mort et des morts qu'il porte en lui. Il se retrouve embarqué inconsciemment dans le problème du mort par le biais de son émotionnel, qui lui crée cette identification. En effet, un mort, une non-résolution, une mémoire, c'est une charge émotionnelle contenue qui n'a jamais été extériorisée ni transformée. C'est notre émotionnel, nos mémoires qui nous créent cette glu, cette identification totale aux morts en nous. Et nous demeurons aveuglés par les morts en nous. Ce qui peut nous permettre de nous désidentifier à la mémoire, c'est l'expression de ce qui n'a jamais pu être exprimé. Et ensuite, c'est le développement de la conscience de soi. C'est le fait de pouvoir se voir soi-même et s'entendre soi-même,
Passer de l'autre côté du miroir et du monde des reflets, car le monde des reflets, c'est le monde de Narcisse, c'est le monde des morts, de cette mémoire sombre qui veut à tout prix apparaître au monde sous son angle le plus lumineux, qui veut à tout prix briller au travers de la personne ou obscurcir la personne qui la porte en lui. Le mort est un menteur, car il n'a pas de conscience de lui-même. Seul le vivant peut développer une conscience de lui-même, dans son propre corps. Et je développerai cela plus en profondeur dans une vidéo spéciale expliquant un protocole que j'ai établi pour pouvoir développer concrètement et physiquement une conscience de soi. Ces morts, ces non-résolutions en nous, sont le fruit d'une incompréhension liée à une impossibilité pour le mort ou l'ancêtre de s'exprimer de son vivant. Une incompréhension est toujours le fruit d'un non-dit ou d'un non-cri dont le point d'origine est un trauma. Et c'est la vie qui nous traumatise, tous sans exception, pour que justement l'individu puisse être un portail, un point d'ouverture à des morts en lui. En fait, c'est une sorte de mise en abîme du trauma. Pour que les morts en lui puissent enfin trouver une résolution au sein d'un vivant. Et tout cela crée la dynamique même de l'évolution. Le lien entre la mort et la vie est la dynamique même de l'évolution de l'humanité. C'est la roue qui fait tourner non pas un cycle infernal, mais un cycle évolutif. Notre ADN est un support universel. Nous avons tous le même ADN en commun, mais au travers de chaque individu s'expriment certains gènes et s'activent certaines mémoires qui correspondent à la structure dominante de chaque individu. Les problèmes qui se présentent dans ta vie sont une solution en négatif, et c'est à toi de transformer le négatif en positif. Tout ce que tu transformes en toi et résous en toi, tu le fais pour toi-même et pour l'humanité entière. Donc la meilleure façon d'aider les autres, c'est d'abord de s'aider soi-même, de se transformer soi-même, car ta propre transformation sera elle-même codée dans l'ADN. Plus cette transformation va s'effectuer en toi, et plus tu vas te marrer, car tu vas de plus en plus t'émerveiller, de reconnaître à la fois ta singularité et l'universel en toi, et ça c'est bien ce qu'il y a de plus réjouissant. Cette reconnaissance est la plus grande source de joie, de bonheur et même d'amour, car l'amour, c'est l'union, c'est la connexion. Donc la meilleure blague du monde t'apparaît quand tu réalises que c'était la vie elle-même qui te faisait subir sa blague de merde en se foutant de ta gueule depuis le début, ou plutôt en se foutant de ta vie, de ta fausse vie de mort-vivant, pour que tu puisses définitivement mourir à ton illusion, mourir à ta mort, pour ensuite renaître dans un cri, puis dans un rire, et dans ce rire, devenir la vie. Enfin, la vie elle-même. Ouais, j'aurais mieux fait de mettre devenir, enfin, la vie elle-même. C'est plus puissant. Je reprends. De ta fausse vie de mort-vivant pour que tu puisses définitivement mourir à ton illusion, mourir à ta mort, pour ensuite renaître dans un cri, puis dans un rire, et dans ce rire, devenir enfin la vie elle-même. La vie elle-même. Ah